Je n'aurais jamais cru être le genre d'homme à douter de sa femme. Marie et moi étions mariés depuis presque 10 ans, et pendant la majeure partie de ce temps, j'aurais juré sur tout ce que j'avais qu'elle était solide comme un roc. Nous menions une vie confortable à Toulouse, notre petit monde bâti sur la confiance, le travail et les moments tranquilles. J'avais mon atelier d'ébénisterie, du bois et création, où je fabriquais de tout, tables de ferme en chêne massif, chaises à bascule sculptées à la main. Marie bossait dans l'immobilier d'entreprise, enchaînait les heures mais adorait la montée d'adrénaline quand elle concluait une vente. Nous n'étions pas du genre tape à accent grave l'œil. Pas de vacances à l'autre bout du monde ni de grosses cylindrées comme certains de ses collègues. J'étais très bien avec ma Peugeot 404 pick-up de 1971, restaurée de mes propres mains au fil des années. Marie, elle, avait toujours eu un faible pour le raffinement. Sa DS5 hybride, toute neuve, en leasing pro, faisait parfaitement l'affaire. Notre vie était stable, prévisible. Du moins, elle l'avait été. Je ne saurais pas dire exactement quand le doute s'est installé. Peut-être une lente érosion, comme les termites qui rongent une charpente sans qu'on s'en rende compte. Marie avait changé ces derniers temps, distraite, tête en l'air pour les petites choses. Elle partait en vitesse de la maison en marmonnant des dîners pro ou des soirées réseau. Son téléphone toujours écran contre table. Au début, je me disais que j'imaginais tout. Les gens sont pris par le boulot. Le stress, ça use. Et puis il y a eu l'appel. C'était un mercredi soir, j'étais dans mon atelier derrière la maison, en train de dessiner les plans d'une table basse en noyer. L'air toulousain était lourd d'humidité malgré le soleil qui déclinait derrière les toits. Ça sentait la sûre et le cèdre fraîchement coupé d'une commande du jour. J'avais une bière posée sur l'établi, la bouteille qui perlait. C'est là que le téléphone fixe a sonné. On gardait encore une ligne fixe, surtout parce que j'aimais bien l'idée d'un truc qui ne dépendait pas des antennes 4G. Il sonnait rarement, alors quand ça a retenti, j'ai essuyé mes mains sur mon jean et je suis rentré. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. Allô ? Salut Léo. C'est Sandrine. La meilleure amie de Marie. J'entendais le bruit des casseroles derrière, comme si elle préparait le dîner. Ça va ? Nickel, j'ai répondu en jetant un œil vers le couloir. Marie n'est pas là, si tu cherches à la joindre. Ah non, en fait j'appelais pour vous inviter à dîner samedi soir, elle a dit joyeusement. Un petit truc chez nous, rien de chic. Marie m'avait dit qu'elle était libre, alors je me suis dit pourquoi pas ? J'ai froncé les sourcils. Elle t'a dit ça ? Ouais, elle a répondu, le ton un peu hésitant. Elle m'a dit qu'elle allait à ton enterrement de vie de jeune fille ce week-end. Un silence. Long. De ceux qui font monter le cœur dans la gorge. Ah. La voix de Sandrine est revenue plus basse. Oui. Sûrement un oubli. Un oubli. J'ai forcé un petit rire, gardant la voix calme. Ouais, sûrement. On a raccroché rapidement après ça. Je lui ai dit que je confirmerais avec Marie, et Sandrine a hésité avant de répondre « Oui, tiens-moi au courant ». J'ai raccroché et je suis resté planté là, à fixer le mur. La première vraie fissure dans le mensonge. J'avais passé des années à faire confiance à Marie sans la moindre question. Jamais vérifier son téléphone. Jamais demander de détails sur ses déplacements pro. Jamais douter quand elle disait rentrer tard. Mais là, mon estomac était noué comme jamais. Ce soir-là, Marie est rentrée vers 21h30, plus tard que d'habitude. Elle a franchi la porte dans son tailleur pantalon marine, impeccable, mais je sentais que quelque chose clochait. Peut-être la façon dont elle évitait mon regard. Ou comment elle a posé son sac Longchamp avec précaution sur le plan de travail, l'air ailleurs. Salut, elle a dit en esquissant un sourire. Journée interminable. Je l'ai regardé enlever ses escarpins, et tirer ses pieds sur le carrelage frais. Ça va au boulot ? J'ai demandé, la voix neutre. Elle a soupiré. Éreintant. Un client qui n'arrêtait pas de changer d'avis sur un plateau de bureau à Blagnac. Elle a passé la main dans ses cheveux, les rejetant en arrière. Mon Dieu, j'ai besoin d'une douche. J'ai hoché la tête lentement. Sandrine a appelé. Sa main s'est figée à mi-chemin, les doigts encore emmêlés dans ses mèches. Ah. Elle a fait, légère. Pourquoi ? Elle nous invite à dîner samedi. J'ai observé son visage. Un éclair choc ou calcul,
je n'ai pas su dire à traverser ses yeux avant qu'elle ne le cache derrière un rire. Ah oui, c'est vrai, elle a dit en agitant la main. J'ai oublié de te prévenir. J'avais prévu d'y aller mais elle m'a dit que c'était reporté. Du coup je me suis dit week-end tranquille. Mensonge. Je le sentais dans mes tripes. Cette nuit-là, allongé dans le lit, j'ai fixé le plafond pendant que Marie dormait à côté de moi. Le ronronnement du ventilateur de plafond ne calmait rien. Étais-je parano? Tout ça n'était-il qu'un malentendu? Je voulais y croire. Vraiment. Mais mon instinct me disait le contraire. Et je n'ai jamais été du genre à ignorer mon instinct. Marie avait toujours été prudente. Prudente avec ses mots, son temps, les détails de ses histoires. Mais pas assez. Le mercredi suivant l'appel de Sandrine, elle m'a annoncé qu'elle sortait avec les copines après le boulot. Apéro dans un bar à vin branché de la place du Capitole, puis peut-être un dîner en ville. J'ai fait comme si ça ne me faisait ni chaud ni froid. Comme si j'étais toujours le mari confiant d'avant. J'ai hoché la tête depuis la table de la cuisine pendant qu'elle retouchait son rouge à lèvres dans le miroir de l'entrée, ajustant le fin collier en or que je lui avais offert pour nos 8 ans. Ça te dérange pas, hein? Elle a demandé en vérifiant une dernière fois son reflet. Bien sûr que non, j'ai répondu en buvant une gorgée de bière. Elle m'a souri dans la glace. Je rentrerai pas trop tard. Mensonge. Je l'ai laissé partir sans un mot, écoutant la porte se refermer. J'ai attendu 10 minutes pile, le temps qu'elle soit assez loin, puis j'ai pris mes clés et je suis monté dans la 404. Le vieux pick-up a démarré avec son grondement familier, fidèle comme toujours. Ce bahut appartenait à la famille depuis des décennies où mon père l'avait acheté à un vigneron près de Carcassonne, et à sa mort, il était devenu mien. Je l'avais retapé pièce par pièce, moteur 2 litres réalisé, peinture bleu nuit, banquette en cuir cousu main. Pas clinquant, mais à moi. Marie râlait toujours que je devrais la remplacer par un truc plus récent, plus pratique. Elle préférait sa DS5 gris perle, hybride, qui faisait parfaitement classe dans le parking de son agence du centre-ville. Elle aimait le propre, le neuf, le lisse. Moi j'aimais le vrai, le solide, ce qu'on répare. Je suis sorti du lotissement et j'ai filé vers le centre de Toulouse, restant quelques voitures derrière elle. Elle conduisait comme d'habitude, calme, assurée, jamais pressée. Je l'ai suivie le long des quais de la Garonne, dépassant les lumières des bars et des péniches. On a longé le stadium où jouait le TFC ce soir-là, les rues pleines de supporters en violet. Mais Marie n'allait dans aucun bar à vin. Je l'ai vue changer de fil, prendre la direction de la rue Alsace-Lorraine, puis tourner vers l'hypercentre où les immeubles d'affaires laissent place aux hôtels de luxe et aux restaurants étoilés. Et puis elle a ralenti. J'ai levé le pied, la regardant se garer à l'entrée voiturier de l'hôtel de la Couronne, un 5 étoiles discret en plein cœur de Toulouse. Le genre d'endroit où une nuit coûte plus cher que mon ancienne hypothèque. Le genre d'endroit où on ne vient pas sans raison. Marie avait une raison. Je suis passé devant l'entrée et j'ai tourné dans une petite rue, me garant en face de l'entrée piéton. De là, j'avais une vue parfaite sur le voiturier, le hall, les grandes baies vitrées. J'ai coupé les phares et je me suis calé. Les 20 premières minutes, rien. Juste le balai habituel des clients et des voyageurs d'affaires. Et puis je l'ai vu. Il est sorti de l'ascenseur dans le hall, costume marine sur mesure, parfaitement à sa place dans ce monde de grands crus et de menus à 3 chiffres. Il a regardé sa montre, ajusté sa cravate, puis s'est dirigé vers la sortie. J'ai serré le volant, le pouls en furie. Les portes vitrées se sont ouvertes. Et elle est apparue. Marie s'est dirigée droit vers lui. J'ai senti quelque chose se briser en moi, une fissure profonde entre les côtes. Elle ne regardait pas autour d'elle, n'hésitait pas, ne jetait pas de coups d'œil nerveux comme quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Elle est allée vers lui, un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Il l'a salué comme si c'était habituel. Comme s'ils avaient déjà fait ça 1000 fois. Et puis, sans une seconde d'hésitation, il s'est penché et l'a embrassée. Pas un bisou de politesse. Un vrai baiser. Marie s'est laissée aller, posant légèrement la main sur son torse. J'ai serré le volant si fort que j'aurais pu l'arracher. Tout en moi hurlait de passer la première, d'écraser l'accélérateur, de traverser la rue, de descendre et d'aller leur parler. De tout exploser. Mais je n'ai rien fait. Je suis resté là. À regarder. À mémoriser. Marie n'en avait aucune idée. Elle se croyait intouchable.
Elle ignorait que, à cet instant précis, tout entre nous venait de basculer. Qu'elle avait déjà perdu. Ils sont entrés ensemble, disparaissant dans la lumière tamisée du bar de l'hôtel. Je n'ai pas suivi. Pas besoin. J'avais déjà ce que j'étais venu chercher. Sans rallumer le moteur, je suis resté longtemps là, à écouter ma propre respiration. Le poids de la vérité pesait sur mes côtes, écrasait mes poumons. Je n'étais pas en colère. Pas comme je l'aurais cru. J'étais lucide. Lucide sur ce qu'il fallait faire maintenant. Lucide sur la façon de mettre fin à tout ça proprement. Je suis rentré en silence, les mains crispées sur le volant patiné de la 404. Les rues de Toulouse défilaient, les phares se brouillaient dans l'air humide. Pas de radio, pas d'appel. Juste la vérité qui s'installait en moi comme une dalle de béton. Il me fallait des preuves. Irréfutables. Qui ne laisse aucune place au doute et qui l'ensevelisse. Le lendemain matin, assis au vieux bureau en chêne de l'atelier, l'odeur de sueur épaisse autour de moi, j'ai pris mon téléphone et cherché le contact qu'il me fallait. René Martinez. Ancien flic de la PJ de Toulouse. Un flair plus aiguisé qu'une lame de rabot, et la patience d'un homme qui a tout vu. Il avait bossé sur les plus gros dossiers de la région avant de monter sa boîte d'enquêteurs privés. René et moi, on se connaissait depuis des années. Il m'avait fait faire un comptoir sur mesure pour son bar chez lui, et on était restés en contact. Je savais qu'il était le meilleur, et surtout qu'il savait fermer sa gueule. J'ai appelé. Dubois, il a répondu après 2 sonneries, la voix rocailleuse comme s'il avait déjà descendu la moitié de son paquet de gauloises avant le café. René. J'ai besoin d'un service. Un silence. J'ai l'impression que c'est pas pour un meuble. Non. C'est pour Marie. Un autre silence. Plus long. René connaissait Marie. Connaissait notre vie. Savait à quel point je lui avais fait confiance. Qu'est-ce qu'il te faut, il a fini par demander. Je l'ai retrouvé l'après-midi même au comptoir des Halles, un bar à vin et tapas juste à côté des Carmes. L'endroit où on pouvait commander un bon côte du Roussillon, une planche de charcuterie et écouter un gars à la guitare chanter du Cabrel sous les guirlandes lumineuses. René était déjà là, une bière Cronenbourg à moitié vide devant lui. La soixantaine bien tassée, toujours bâti comme un pilier de rugby. Barbe poivre et sel taillée court, rides profondes, mais les yeux vifs. Il m'a regardé m'asseoir en face de lui. T'as une sale gueule. J'ai souri sans joie. Merci. Il s'est calé au fond de sa chaise, m'observant. Raconte. Je lui ai tout dit. L'appel de Sandrine, les excuses de Marie, la façon dont elle était entrée à l'hôtel de la Couronne comme si elle était chez elle. J'ai passé sous silence l'envie de tout casser, mais René avait déjà compris. Quand j'ai eu fini, il a soufflé dans sa barbe. Ok. Voilà comment on va faire. Je la file, je repère son planning. Photo, horaire, ticket ou tout ce que je peux. Ça peut prendre 2-3 semaines, mais quand j'aurai fini, tu auras de quoi la faire plier. J'ai hoché la tête. René a bu une gorgée, m'observant par-dessus son verre. T'es prêt, gamin? Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que la vérité, c'est que je ne l'étais pas. Je ne voulais pas que ce soit réel. Je voulais que René revienne me dire que je m'étais trompé. Que Marie était toujours celle que je croyais. Mais je savais que non. Alors je l'ai regardé dans les yeux, oui. Je suis prêt. 2 semaines sont passées. J'ai continué comme si de rien n'était. Lever tôt, café, atelier, bois. J'ai terminé une grande table de salle à manger pour un couple de Montauban, une bibliothèque sur mesure pour un cabinet d'avocats à bord de rouge. J'ai rempli mes journées de mesure, ponçage, sûr, mais mon esprit était ailleurs. Marie aussi faisait comme si tout était normal. Elle m'embrassait encore sur la joue en partant, m'envoyait des petits SMS dans la journée, « Bonne journée mon cœur, je pense à toi ». Mais c'était du bruit blanc. Parce que quelque part, René veillait. Et il voyait la vérité. Un lundi matin, mon téléphone a sonné. René. Viens à mon bureau. J'ai ce qu'il te faut. Son bureau était un cagibi au 2e étage d'un immeuble ancien près de la gare Matabio. Pas de plaque, pas de secrétaire, juste René, un bureau encombré et une odeur de café froid. Quand je suis entré, il était assis derrière son bureau, un dossier Kraft devant lui. Il n'a rien dit.
Il l'a juste poussé vers moi. Je l'ai ouvert. Des photos. Marie. L'hôtel de la Couronne. Entrée. Sortie. Même mec. Soirée différente. Même chambre. Je les ai regardés longtemps, la mâchoire tellement serrée que j'entendais mes dents grincer. Puis la page suivante. Facture. Nuitée. Dîner au Pierre à Colomiers. Bouteille de champagne en room service. Tout y était. Indéniable. René m'observait, appuyé en arrière. C'est qui? J'ai fini par demander, la voix plate. René a sorti une autre feuille. Marc Lacroix. Promoteur immobilier. Basé à Bordeaux mais beaucoup sur Toulouse. Marié. 2 gosses. J'ai expiré lentement. Ce n'était pas un coup d'un soir. C'était organisé. Réfléchi. Elle s'était construit une double vie dont je ne faisais pas partie. René me regardait toujours. Tu veux faire quoi de tout ça? J'ai refermé le dossier et je me suis levé. L'apporter à mon avocat. Maître Bertrand Garnier, avocat en droit de la famille à Colomiers. Le genre de type qui avait vu toutes les trahisons possibles. Quand je lui ai tendu le dossier, il l'a feuilleté avec le détachement d'un pro. À mi-parcours, il a esquissé un sourire. Elle ne touchera pas un centime, il a dit simplement. J'ai hoché la tête, passant la main sur ma mâchoire. C'est exactement ce que je voulais entendre. Marie ne se doutait de rien. Elle rentrait tous les soirs, m'adressait encore ce sourire distrait en lançant ses escarpins dans l'entrée, m'embrassait la joue comme si tout était normal. Mais plus rien ne l'était. Elle ne le savait simplement pas encore. D'abord, j'ai déplacé l'argent. On avait un compte joint à la Banque Populaire Occitane, ouvert dès le mariage. C'était là que tombaient nos salaires, d'où partaient les factures. Mais j'avais gardé un compte perso à la caisse d'épargne pour l'atelier. C'est là que j'ai commencé à tout basculer. Petit à petit. Pas question de vider le compte joint d'un coup et d'allumer toutes les alertes. J'ai fait ça en douceur, en transférant sur un nouveau compte dans une petite caisse régionale à Albi. Le genre d'agence où on connaît encore la caissière par son prénom. En une semaine, mon nom était le seul qui comptait vraiment. Marie ne remarquerait rien. Elle n'était pas du genre à vérifier les soldes où elle dépensait, point, persuadée que l'argent serait toujours là. Bientôt, il n'y serait plus. Deuxième étape, la maison. J'avais acheté notre maison de 3 chambres à Colomiers avant le mariage. Un pavillon des années 70 que j'avais entièrement retapé, parquet, cuisine, tout. Quand Marie avait emménagé, elle avait voulu du haut de gamme, électroménager SMEG, plan de travail en granit, meuble design. J'avais dit oui, pensant qu'on construisait du solide. Mais maintenant? Cette maison n'était plus la nôtre. Juste des murs. Et je n'allais pas la lui laisser. Le titre de propriété était toujours à mon seul nom, elle n'avait jamais insisté pour changer ça. Elle trouvait ça romantique à l'époque. Ça allait devenir son pire cauchemar. J'ai appelé mon pote agent immobilier, David Roussel, un gars que je connaissais depuis le lycée et qui tenait une petite agence à Blagnac. Tu peux vendre ma maison le plus vite possible? Il a rigolé. Ça dépend, t'es pressé à quel point? Hier. Il a sifflé. Je peux trouver un acheteur cash. Peut-être un peu sous le prix, mais ultra rapide. Parfait. En une semaine, c'était fait. Un jeune couple de Bordeaux, muté à Toulouse. Ils ont adoré la cuisine, le jardin, le style néo-rustique que Marie avait imposé. Ils voyaient leur avenir ici. Moi je voyais un passé dont je voulais me débarrasser. On a signé chez le notaire à Tournefeuille. Quand le prétendu week-end entre filles de Marie est arrivé, la vente était bouclée. Elle avait exactement 7 jours pour vider les lieux. Dernière étape, Lyon. Il me fallait une coupure nette, pas seulement avec Marie, mais avec tout. Toulouse avait été ma ville pendant des années. Mon atelier, ma vie, mes repères. Mais maintenant chaque rue, chaque bistrot, chaque plaque me rappelait ce qu'elle m'avait fait. Il fallait que je parte. J'ai passé quelques coups de fil dans le milieu de l'ébénisterie, et c'est là que j'ai trouvé, Meubles Merle et Fils, un atelier haut de gamme juste à côté de Lyon, du côté de Villeurbanne. Il faisait du sur-mesure, grande table en chêne, bibliothèque en noyer, tête de lit sculptée. Exactement mon domaine.
Le patron, Gérard Merle, un vieux de la vieille qui prenait sa retraite, cherchait quelqu'un pour reprendre l'affaire. Quelqu'un qui connaissait le bois et avait les mains sûres. On a discuté plus d'1 heure au téléphone. À la fin, il m'a dit, si tu peux être là avant fin du mois, l'atelier est à toi. Je n'ai pas hésité. J'arrive. La veille du départ de Marie, j'ai fait mes valises. Pas dans la précipitation, pas dans la colère. Calme, méthodique, comme quand on termine un meuble long à réaliser. Je n'ai pris que l'essentiel, mes vêtements, mes outils, quelques affaires perso. Tout le reste, je l'ai laissé. Les sacs de marque de Marie. Sa collection de chaussures hors de prix. Les bouteilles de Côte de Provence qu'elle stockait dans la cuisine. Les photos de mariage encore accrochées dans le couloir. Je n'y ai pas touché. Ce n'était pas une scène de film où on brûle tout ou on casse tout. Je suis juste parti, comme si tout ça n'avait jamais compté. Parce qu'au final, ça ne comptait plus. Marie est partie pour Barcelone un vendredi matin, tirant sa valise rigide bleu marine dans le couloir comme si elle partait à l'aventure. Elle avait réservé ça depuis des semaines, un week-end entre filles, l'excuse parfaite pour boire des cocktails hors de prix sur la Rambla et faire comme si elle avait encore 25 ans. Elle m'a à peine regardé en m'embrassant la joue. Je t'appelle quand j'atterris, elle a dit en prenant les clés de la déesse. J'ai hoché la tête, appuyé contre l'îlot de la cuisine, tasse de café à la main. Amuse-toi bien. Elle a hésité, peut-être attendait-elle que je pose des questions. Où vous logez? Qui vient? Tu rentres quand? Mais je ne lui ai pas donné ce plaisir. J'ai juste bu une gorgée et les regardé sortir, persuadé que sa vie serait intacte à son retour. J'ai attendu d'entendre la déesse sortir du garage, puis j'ai posé ma tasse et essuyé mes mains sur le torchon. C'était l'heure. Tout était prêt, planifié jusque dans les moindres détails. Compte fermé, maison vendue, nouveau boulot validé. Il ne me restait plus qu'à partir. J'ai fait un dernier tour de la maison. La photo de mariage dans le couloir, Marie en robe blanche, moi en costume, devant la petite église de l'île Jourdain. Je ne reconnaissais plus ces deux-là. La cuisine sentait encore la vanille et le café, comme tous les matins. Le salon était exactement comme Marie l'aimait, épuré, moderne, coussins parfaitement alignés. Une maison faite pour son confort, pas le mien. Je suis allé dans la chambre. Le lit était fait au carré. Je suis allé à la commode de Marie, j'ai sorti une grande enveloppe de mon sac et je l'ai posée bien en évidence à côté de sa boîte à bijoux. Dedans. Les papiers du divorce. Tout signé, prêt à être déposé. Le dossier complet de René. Photos, factures, preuves irréfutables. L'alliance que je lui avais passée au doigt. Celle qu'elle avait trahie sans hésiter. Et un dernier document, l'acte de vente de la maison. Avant de partir pour de bon, j'ai laissé un mot. Posé bien en évidence sur la commode, à côté de son flacon de parfum préféré. Je n'ai pas écrit une longue lettre. Pas déversé ma colère. Juste 2 mots. C'est fini. Elle allait rentrer en pensant retrouver sa vie intacte, moi qui l'attendais comme toujours. À la place, elle trouverait une maison vide et un avenir qu'elle ne contrôlait plus. Je n'avais pas fait ça tout seul. Maître Garnier avait tout géré avec une précision chirurgicale. Le jour où je lui avais apporté le gros dossier de René, il n'avait même pas scié en tournant les pages. Quand il était tombé sur les photos de Marie à l'hôtel de la Couronne, main dans la main avec Marc Lacroix, il avait juste souri et s'était calé dans son fauteuil. Ça va me simplifier la vie, il avait dit. Il avait rédigé le divorce avec des clauses en béton. En France, le régime légal est la communauté réduite aux acquêts, mais avec preuve d'adultère et séparation de biens partiels, tout penchait lourdement en ma faveur. Marie n'aurait ni la maison, ni un centime de l'atelier. Garnier s'en était assuré. Quand elle verra ses papiers, elle comprendra qu'elle n'a plus rien à négocier. La vente de la maison avait été tout aussi rapide. Garnier avait fait accélérer la procédure chez le notaire. La veille du départ de Marie, on avait dîné ensemble. Elle en face de moi, dégustant son saumon grillé et son verre de Sancerre, papotant sur son week-end à venir. J'avais hoché la tête, fait les bons bruits, souri quand il fallait. Mais à l'intérieur. J'étais déjà parti. Je savais qu'à son retour, tout serait différent. Elle ne le savait juste pas encore. J'ai chargé le dernier carton dans la 404, essuyé mes mains sur mon jean avant de m'installer au volant. Le moteur a grondé, fidèle.
Je n'ai pas regardé en arrière en sortant de l'allée. La route s'ouvrait devant, le soleil levant sur les vignobles du Lauragais. J'ai pris la 61 direction Haye, Toulouse rapetissant dans le rétro. Marie devait être en train de s'installer en classe affaires, commandant un kir, riant avec ses copines. Elle pensait s'échapper pour un week-end. Elle ignorait que moi, je m'échappais pour de bon. Le premier appel est arrivé vers midi. Je n'ai pas répondu. Le deuxième quelques heures plus tard. Puis un SMS. Atterrissage au quai. Gros bisous, j'espère que tu passes une bonne journée. Quand j'ai passé Montpellier, les messages avaient changé de ton. Ça va? Quand j'ai franchi la frontière près de Béziers, les appels étaient plus fréquents, plus inquiets. Quand elle rentrerait dans la maison, ce ne serait plus la sienne. Et quand elle comprendrait à quel point je l'avais laissée derrière. Je serais déjà à Lyon. L'avion de Marie a atterri à Toulouse-Blagnac le dimanche vers 17h30. Je le savais parce que j'avais vérifié. Pas par doute, pas parce que je m'en souciais encore, mais parce que je voulais imaginer l'instant exact où tout s'effondrerait pour elle. Je me la représentais descendant de la passerelle, sa valise cabine à la main, ses lunettes de soleil perchées sur la tête, fatiguée par trop de sangria et de nuits blanches à Barcelone. Elle n'avait probablement presque pas regardé son téléphone dans l'avion. Elle pensait que les appels et messages non répondus des 2 derniers jours étaient juste ignorés parce que j'étais occupé. Elle ne se doutait de rien. Pas avant de rentrer. Les appels ont commencé vers 18h. J'étais quelque part après Valence, l'air chaud qui entrait par la vitre ouverte de la 404. Je m'étais arrêté à une station-service sur la 7, m'étirer les jambes, prendre une bouteille d'eau, regarder le soleil descendre derrière les vignes. C'est là que mon téléphone s'est allumé. Marie. Je n'ai pas décroché. Une seconde plus tard, un autre appel. Puis un SMS. Je suis rentré. Tu es où? Encore un appel. Puis un autre. J'ai remis le téléphone dans ma poche et je suis remonté dans le pick-up. À 18h30, elle laissait des messages vocaux. Les premiers étaient agacés. Léo, sérieux? T'es où? T'es chez ton frère ou quoi? Rappelle-moi. Puis la colère. Ok, je sais pas ce qui se passe mais c'est pas drôle. Si t'es fâché parce que je suis parti, dis-le clairement. Arrête ton cinéma. Puis l'incompréhension. Pourquoi toutes tes affaires ont disparu? Où est la 404? Léo, putain c'est quoi ce bordel? Je voyais parfaitement la scène. Marie au milieu de la chambre vide, fixant la commode où mes vêtements n'étaient plus, la table de nuit nue, le dressing à moitié vide avec juste ses robes et ses talons bien alignés. Sa panique qui monte en parcourant la maison, réalisant que le fauteuil en cuir avait disparu, que les outils du garage n'étaient plus là, que ma tasse à café habituelle n'était plus sur l'égouttoir. Et puis elle l'a vu. L'enveloppe. Toujours posée bien en évidence là où je l'avais laissée. À 19h, les appels avaient changé. La rage était là. C'est quoi ça Léo? Des papiers de divorce? Te est-ce complètement malade? Quel genre de lâche fait ça? Je te jure, si tu ne me rappelles pas tout de suite. J'ai baissé le son du téléphone et continué à rouler. J'avais passé Avignon, direction Orange, les lumières des stations-service et des routiers défilaient. Marie apprenait la leçon en direct. Elle n'était plus aux commandes. Vers 20h30, les messages ont encore changé. La colère était retombée. La panique prenait le relais. Léo, s'il te plaît. On peut arranger ça. Parle-moi. Je sais pas ce que tu crois savoir mais ce n'est pas ce que tu penses. On a une vie ensemble. Tu peux pas tout balancer comme ça. Si, je pouvais. Et je l'avais fait. Vers 21h, je me suis arrêté dans une brasserie de bord de route près de Montélimar. Le genre d'endroit à carreaux rouges et blancs, menu qui n'a pas bougé depuis 40 ans, serveuse qui appelle tout le monde, mon grand. Je me suis installé au comptoir, j'ai commandé un steak frites et une 1664, j'ai laissé le bruit du lieu m'envelopper. À Toulouse, Marie s'effondrait. Elle avait vu l'acte de vente de la maison. Elle avait dû appeler la banque, découvrir que son nom ne figurait plus sur aucun compte. Elle avait vu que la 404 n'était plus dans le garage. Elle avait compris que tout était signé, déposé, irréversible. Elle allait appeler Sandrine ensuite. Pleurer, hurler, exiger des explications à David Roussel,
l'agent immobilier qui avait géré la vente en toute discrétion. Mais ça ne changerait rien. Marie pouvait passer tous les coups de fil qu'elle voulait. Personne ne pouvait annuler ce qui était déjà fait. J'ai fini mon steak, laissé un billet de vin sur la table et je suis ressorti dans la nuit, l'air chargé d'odeur de lavande. Plus que 5 heures de Lyon. 5 heures avant une nouvelle vie. Et je ne regardais plus en arrière. Ça faisait un mois que j'étais à Lyon quand Marie m'a retrouvé. J'avais pris mes marques au lever tôt chez Merle et Fils à Villeurbanne, longue journée dans l'atelier, soirée calme sur la terrasse de ma petite maison louée du côté de Caluire. Ce n'était plus Toulouse. Et c'était précisément le but. À Toulouse, j'avais passé des années attaché à une vie que je croyais indestructible. Une maison. Un mariage. Mais Lyon, c'était le renouveau, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais bien. Alors quand Marie a débarqué, elle ne m'a pas trouvé abattu ou seul. Elle m'a trouvé épanoui. Ce samedi-là, j'animais un stage de sculpture sur bois chez Merle et Fils, un atelier réputé en périphérie de Lyon. Gérard Merle m'avait demandé de diriger un cours sur les détails sculptés à la main, ma spécialité. La salle était pleine ou une vingtaine de personnes autour de moi pendant que je montrais comment travailler le noyer et le chêne pour en tirer des motifs complexes. L'odeur de sueur fraîche, le bruit des outils, c'était chez moi. Mais avant le stage, avant même que j'entre dans l'atelier ce matin-là, Marie m'avait déjà vu. Elle avait trouvé ma trace sûrement via les réseaux, un ami commun ou une recherche désespérée. Et quand elle est arrivée, elle ne m'a pas juste trouvé moi. Elle a trouvé Camille. Camille Valenti, une des premières personnes que j'avais rencontrées ici. Elle tenait une petite boutique de restauration de meubles anciens juste à côté de Merle et Fils, réparation de vieux meubles, patines, pièces uniques. Intelligente, franche, ne se laissait pas faire. Elle n'était pas clinquante comme Marie. Elle n'entrait pas dans une pièce en attendant qu'on la remarque. Elle avait cette assurance tranquille de ceux qui savent exactement qui ils sont. Ça me plaisait. On était devenus proches très vite, autour du grain du bois, des vieux outils, de l'artisanat que plus grand monde ne comprend. Donc quand Marie a débarqué à Lyon, pensant me trouver brisé et solitaire, elle a eu le choc de sa vie. Parce que la première chose qu'elle a vue, c'était moi devant l'atelier, en train de rire avec Camille. Un petit moment tout simple, mais suffisant pour la figer sur place. Je venais de sortir, époussetant la sueur de mon jean, quand Camille a tendu la main pour chasser la poussière de ma manche. Un geste anodin, amical. Mais pour Marie, c'était tout autre chose. Je ne l'avais pas vue au début. Je ne savais pas qu'elle était là, de l'autre côté de la rue, à nous observer. Camille m'a souri en secouant la tête. T'es un vrai chantier, Léo. J'ai rigolé, passant la main dans mes cheveux. Ouais, c'est mon charme. Elle a levé les yeux au ciel mais a souri, puis s'est dirigée vers la porte. En passant, j'ai posé brièvement la main au creux de ses reins. Un geste simple. Rien d'intime. Rien de spectaculaire. Mais pour Marie, ça suffisait à la détruire. Parce qu'à cet instant précis, elle a compris. Je ne l'attendais plus. Je n'étais pas dans un appartement glauque à me morfondre. J'avais tourné la page. Et c'est là qu'elle a débarqué dans mon stage. Quand elle a franchi la porte, je l'ai sentie avant même de la voir. L'ambiance de la salle a changé où les élèves se sont tus, les conversations se sont arrêtées net, le bruit des outils a paru trop fort. Je me suis retourné. Marie. Debout dans l'encadrement, tailleur impeccable, tenue trop parfaite pour 8 heures de route, le visage fermé par la colère et autre chose. Le désespoir. J'ai posé mon ciseau, épousseté mes mains et soutenu son regard. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Elle s'attendait à autre chose. Elle s'attendait à un homme brisé. À un homme choqué de la voir, qui exigerait des explications, encore prisonnier de leur passé commun. Au lieu de ça, elle m'a vu. Calme. Solide. Totalement détaché. Et ça a pulvérisé tous ses plans. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle avançait entre les établis. Léo, elle a dit, assez fort pour que tout le monde entende. J'ai croisé les bras. Marie. Elle a dégluti. Elle n'avait pas prévu la suite. Elle était venue penser que si elle parlait, si elle expliquait, tout redeviendrait possible. Mais Marie n'avait pas compris que il n'y avait plus rien à réparer. Cette partie de ma vie était déjà finie. Elle se tenait là, bras croisés,
ongles qui pianotaient sur son avant-bras, regard brûlant. Elle n'était pas juste contrariée. Elle était hors d'elle. J'ai expiré lentement, déjà fatigué avant même que ça commence. C'est qui, elle a sifflé. Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. J'ai suivi son regard vers Camille qui rangeait au fond de l'atelier. Je me suis retourné vers Marie, la regardant droit dans les yeux. Mon avenir, j'ai répondu calmement. Les narines de Marie se sont dilatées. La femme qui m'avait menti, qui était entrée à l'hôtel avec un autre sans un regard en arrière, qui m'avait harcelé de messages rageurs et désespérés pendant un mois où elle était là, devant moi, à exiger des comptes. L'ironie m'aurait presque fait rire. Elle a fait un pas vers moi, baissant la voix. Donc c'est ça? Tu te barres dans une autre région, tu recommences une vie et tu me remplaces. J'ai laissé échapper un rire sans joie. C'est toi qui m'as remplacé en premier, Marie. Sa mâchoire s'est crispée. Elle savait qu'elle ne pouvait rien répondre à ça. Elle a changé de tactique. Sa voix s'est adoucie, presque implorante, son visage retrouvant l'expression de la femme que j'avais aimée. Léo, elle a murmuré, tu sais bien que ce n'est pas bien. On avait une vie ensemble. Une vraie. J'ai soupiré, passant la main dans mes cheveux. On avait quelque chose, Marie. Mais c'est toi qui l'as détruit. Elle a cligné des yeux, déstabilisée par mon calme. Je voyais qu'elle cherchait désespérément une prise. Et puis elle a joué sa dernière carte. Je suis enceinte. Les mots sont tombés comme un coup de massue dans l'atelier silencieux. Je n'ai même pas scié. Parce que je m'y attendais. Marie n'était pas du genre à lâcher sans se battre. Et là, sans maison, sans argent, sans aucun levier sur moi, elle jouait la seule carte qui pouvait, pensait-elle, me faire revenir. Je l'ai observée attentivement. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes, attendant ma réaction. Elle espérait le choc. L'hésitation. Qu'un doute me fasse tout remettre en question. Au lieu de ça, j'ai gardé la voix égale. Alors il nous faudra un test de paternité. L'expression de Marie s'est fissurée. Juste une seconde. Juste assez pour que je voie la vérité passer dans ses yeux, la panique, la certitude que son piège ne fonctionnait pas. Elle s'est reprise vite, secouant la tête, feignant l'indignation. Tu es sérieux? Tu crois vraiment que je mentirais sur un truc pareil? Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Sa réaction était déjà la réponse. Marie avait toujours été une excellente menteuse fluide, assurée, savait exactement quoi dire pour qu'on la croie. Mais là, ce n'était plus une excuse bidon de rentrée tardive. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas manipuler. Elle a repris sa respiration, nouvelle tentative. Léo, elle a recommencé, plus douce, tendant la main comme pour toucher mon bras, ce bébé est de toi. On peut. Je me suis écarté avant qu'elle finisse. Fais le test, Marie. Sa main s'est figée en l'air, son visage passant de la colère au désespoir. Elle avait cru qu'en jouant cette carte, je retomberais sous son emprise. Mais Marie n'a jamais compris une chose à mon sujet. Je ne joue pas à des jeux que je sais perdus d'avance. Et celui-là? Elle l'avait déjà perdu. 3 semaines plus tard, les résultats sont arrivés. J'avais presque oublié. La vie à Lyon avait trouvé son rythme. Mes journées chez Merle et Fils, mes mains dans le chêne et le noyer pour créer des pièces qui dureraient des générations. Mes soirées calmes sur la terrasse, les cigales dans la chaleur lyonnaise. La détresse de Marie était passée à l'arrière-plan. Jusqu'à ce matin-là. Je suis entré au bureau de poste de Caluire, le carillon a tinté, j'ai récupéré l'enveloppe dans ma boîte postale. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis ressorti dans l'air tiède, les feuilles qui commençaient à jaunir le long de la Saône, je me suis appuyé contre la 404, la même qui m'avait emmené loin de Toulouse vers une nouvelle vie. J'ai passé le pouce sur le bord de l'enveloppe, puis je l'ai déchirée. Une seule feuille. Exclusion de paternité. Le bébé n'était pas de moi. J'ai expiré lentement, replié le papier et glissé l'enveloppe dans ma poche. C'était la confirmation finale, le dernier fil qu'elle aurait pu tirer. Et maintenant? Elle n'avait plus rien. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Marie a frappé à ma porte. Je m'y attendais. Les résultats avaient été envoyés à son avocat aussi, et je savais qu'à la seconde où elle les verrait, elle viendrait. J'ai ouvert pour la trouver là, bras croisés, le visage pâle mais toujours cette dernière once de défi.
Elle s'était habillée pour la guerre, talons noirs, chemise blanche impeccable, cheveux travaillés pour paraître naturels. Elle avait dû passer des heures devant le miroir à se convaincre qu'elle pouvait encore reprendre la main. Je n'ai rien dit. Je me suis juste écarté pour la laisser entrer. Elle a fait quelques pas dans le petit salon, talons qui claquaient sur le parquet, puis s'est tournée vers moi. Pas besoin de le dire, elle a lâché, la voix tendue. Je sais ce qu'il y a dedans. J'ai hoché la tête, posé l'enveloppe sur la table basse entre nous. Alors pourquoi t'es là, Marie? Elle a inspiré brusquement, comme si elle avait répété son discours dans la voiture. Parce que ça n'a pas à se terminer comme ça. On peut réparer, Léo. J'ai soupiré. Réparer quoi, exactement? Elle a fait un pas, son masque qui craquelait, laissant passer la vraie détresse. J'ai fait une erreur, elle a murmuré. Mais ça n'efface pas tout ce qu'on a eu. Elle suppliait maintenant, agrippant un fantôme. J'ai secoué la tête. Non, Marie. C'est toi qui as tout effacé. Sa lèvre inférieure a tremblé, mais elle a serré la mâchoire, s'accrochant à ce qui lui restait de combativité. J'étais perdu, elle a tenté encore. Je ne voulais pas te faire souffrir. J'ai ri, sans joie. Tu n'étais pas perdu quand tu entrais dans cet hôtel, Marie. Tu n'étais pas perdu à chaque fois que tu me mentais en face. Elle a dégluti, clignant vite des yeux. Léo, je t'en prie. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai tendue vers elle. Voilà. C'est tout. Ses genoux ont fléchi légèrement, ses doigts tremblants quand elle l'a prise. Je voyais le poids de tout s'abattre sur elle d'un coup. Elle avait perdu son mari, sa maison, sa sécurité financière, et même l'illusion qu'elle contrôlait encore quelque chose. Elle n'avait plus rien. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle est restée là, l'enveloppe serrée contre elle, réalisant qu'elle venait de commettre l'erreur de sa vie. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Tu devrais partir. Elle a hésité longtemps, me regardant comme si elle me voyait pour la première fois. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti pour elle. Ni colère. Ni tristesse. Ni regret. Rien. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle sortait. Elle est restée un moment sur le seuil, regardant la rue comme si elle ne savait plus où aller. Puis, enfin, elle est partie. J'ai refermé la porte, je me suis appuyé contre elle, expirant lentement. De la cuisine, un petit rire étouffé. J'ai levé les yeux, Camille, appuyée contre le plan de travail, une tasse de café à la main, qui avait assisté à toute la scène. Elle a haussé un sourcil. Ça, c'était quelque chose. J'ai soufflé, secouant la tête. Ouais. Elle a bu une gorgée. Ça va? J'ai regardé par la fenêtre, voyant Marie s'éloigner dans la rue, épaules voûtées, talons qui claquaient dans le vide. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai su ma réponse. Ouais, j'ai dit, et cette fois j'y croyais. Pas de seconde chance. Partagez votre avis dans les commentaires, la dernière tentative de votre femme pour tomber enceinte était-elle prévisible ou vous a-t-elle surpris? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.